Je l'ai pas. Parfait. Cette personne Donc, bonjour. présente Ah, aujourd'hui. Je te laisse te ah, présenter, André. OK. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. En fait, je me présente, je m'appelle Hendrik et je travaille pour l'Association pour la santé publique du Québec. Et en fait, je m'occupe plus précisément de tous les dossiers sur les communications saines, sur le poids, également un peu en lien avec l'activité physique. Et en fait, je suis ici aujourd'hui pour vous présenter un peu ces enjeux de grossophobie et d'image corporelle et comment aussi ces enjeux-là peuvent avoir un impact sur la vie d'une personne ou dans votre contexte ou dans votre cas, d'un enfant, d'un élève. Et je suis accompagné de Lucie qui va également faire une activité à la toute fin, plus une mise en situation. On va un peu mettre en pratique un peu ce qu'on aura vu durant ma présentation. Je vais juste prendre le temps de me Ouais, présenter vas-y. rapidement. Donc, je suis Lucie Lorrain, diététiste à l'Association québécoise de la garde scolaire et j'ai collaboré avec la SPQ là, sur le développement des outils qui ont été, qui vont vous être montrés aujourd'hui. Euh, je suis vraiment contente que vous ayez répondu en si grand nombre. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Est-ce qu'on voit toujours mon écran, Lucie? Juste pour... Ouais. Oui. OK, parfait. Juste rapidement, les objectifs pour aujourd'hui. En fait, on va commencer par, on va débuter en fait par connaître ce qu'est la grossophobie et les différents niveaux de manifestation. On sait que la grossophobie, c'est un terme qui est assez nouveau, qui a émergé dans les dernières années. Donc, on va s'attarder sur ça. On va également voir les différentes conséquences de la grossophobie et aussi les bénéfices d'une image corporelle positive peut apporter chez une personne, reconnaître les signes de grossophobie dans sa pratique, identifier aussi des pistes d'action pour offrir un milieu sain et inclusif à l'égard du poids et également à la toute fin, comme je le disais, on va avoir une activité un peu plus pratique où on va être capable d'appliquer un peu ces bonnes pratiques de communication à l'égard du poids. Mais tout d'abord, on va commencer par des éléments de la grossophobie. Mais avant ça, je voulais vous faire une petite activité, on pourrait dire brise-glace. Donc, je vais vous faire défiler quelques photos. Puis, vous n'avez pas besoin d'écrire dans le chat, c'est vraiment juste d'y penser vous-même. En fait, j'aimerais que vous portiez une attention sur les premières pensées, qu'elles soient positives ou négatives, mais qui vous viennent à l'esprit en voyant ces photos-là. Donc, je vais vous faire, vous pouvez déjà regarder les deux premières photos ici. Je vous laisse quelques secondes aussi pour y penser. Je vous présente les trois autres ici. Je peux revenir sur les deux autres. Donc, en fait, un peu souvent, on a tendance à peut-être juger rapidement une personne ou à avoir certaines pensées par rapport à une personne, par rapport à sa corpulence, en fait. Par exemple, un exemple ici, si on prend la deuxième photo où on voit une personne assise sur les marches, dû à sa corpulence, on pourrait dire qu'elle est essoufflée parce qu'elle vient à peine de monter un escalier. Mais si on avait pris dans le même contexte puis dans la même posture un athlète, par exemple, de haut niveau, ben, on se serait peut-être dit, cet athlète vient de faire un gros entraînement intensif, il a fait des allers-retours dans les escaliers. Donc, on voit que, dépendant de, par exemple, de la corpulence de la personne, ben, on porte peut-être certaines pensées différentes, mais au final, on ne sait pas nécessairement l'état de santé de cette personne-là sur la photo ou même de la vie de la personne, de ses habitudes, de ses comportements. Donc, de porter un jugement rapidement sur juste parce qu'on voit une corpulence, ben, euh, c'est pas nécessairement la bonne chose. Et aussi, c'est que pas parce que cette personne-là a cette corpulence-là qu'elle a pas pu faire, par exemple, l'entraînement que l'athlète de haut niveau aurait, mettons, a pu faire. Et si on prend, par exemple, aussi dans un autre contexte, par exemple, la troisième photo où on voit
trois personnes qui ont un repas convivial, agréable. Mais si, par exemple, dans le même contexte, on avait pris trois personnes avec une corpulence plus élevée, est-ce qu'on se serait dit la même chose? On aurait peut-être porté plus attention sur la nourriture que ces personnes-là mangent, dû au fait que c'est peut-être un hamburger, mais au final, ils ont aussi un repas convivial, puis pas parce qu'ils mangent un hamburger à ce moment-là que leur hygiène de vie en général est mauvaise ou leur alimentation est mauvaise. Donc, c'est important en fait, ce qui est important de retenir ici, c'est que on doit d'abord prendre connaissance de nos propres perceptions par rapport au poids. Et au-delà aussi de notre discours interne, ben, ces perceptions-là aussi influencent la façon dont on communique aussi sur le poids. Donc, je vous invite à garder ces réflexions-là en tête pour la suite de la présentation et voir aussi comment ces perceptions peuvent évoluer au courant de la présentation. Donc, on va rentrer tout d'abord avec la grossophobie. Donc, de manière générale, la grossophobie, c'est un ensemble d'attitudes et de comportements qui stigmatisent et discriminent les personnes grosses. Ici, j'utilise vraiment le terme personne grosse juste en termes descriptifs, c'est aucunement péjoratif. Et en fait, de manière plus précise, la grossophobie a trois niveaux de manifestation. On a tout d'abord la grossophobie intrapersonnelle, donc qui vient de l'individu lui-même. Et en fait, ce niveau de grossophobie peut être vraiment vécu par tout le monde, indépendamment du poids et de notre corpulence. Et se manifeste notamment par parfois une peur irrationnelle de prendre du poids. Donc, on peut, par exemple, penser à le fait de développer une préoccupation excessive à l'égard de son propre poids ou même d'être obsédé par le chiffre sur la balance. Donc, ça fait partie vraiment de ce niveau de grossophobie. Puis si on peut prendre un peu plus dans votre contexte, ben, on peut penser juste à un enfant qui, comme on voit un peu sur l'image, un enfant ou un élève qui se voit dans le miroir et qui est jamais satisfait de son apparence ou de son poids, ou même juste déjà préoccupé par ce qu'il mange, par son alimentation, puis même peut-être à compter un peu le nombre de calories qu'il ingère pour ne pas grossir. Donc, ce sont des exemples vraiment qui sont dans ce niveau dans ces manifestations intrapersonnelles. Si on passe à la deuxième manifestation, on a la grossophobie interpersonnelle. Donc, c'est vraiment dans les relations que l'on entretient avec les autres. Et c'est d'ailleurs ce qui nous vient souvent à l'esprit lorsqu'on parle de grossophobie. Donc, ça se traduit concrètement par des moqueries, des remarques déplacées à propos de la corpulence d'une personne, qui sont souvent alimentées aussi par les préjugés négatifs qu'on associe souvent à la grosseur d'un corps. Donc, par exemple, un enfant qui subit des moqueries par rapport à son poids, c'en est un exemple, ou même dans des contextes de jeu d'équipe, mais si on a la méthode des chefs d'équipe, par exemple, ben, ces enfants-là peuvent être choisis en dernier dû au fait qu'il y a une corpulence plus élevée que les autres. On peut penser juste aussi que ces enfants-là peuvent être exclus lorsqu'on est à la cour d'école. Donc, c'est vraiment des exemples de cette grossophobie interpersonnelle. Et pour terminer, on a la grossophobie institutionnelle, donc qui vient de la société, des normes sociales et culturelles dans lesquelles on vit. Donc, souvent, en tant que société aussi, on a tendance à exclure ou traiter négativement les personnes grosses. Il suffit aussi de regarder comment, dans les médias, ces personnes-là sont représentées, qui sont souvent remplies de préjugés négatifs ou encore dans un contexte un peu plus scolaire où on voit que, par exemple, il y a un manque d'équipement sportif qui peut être adapté à tout type de corpulence, ou même on peut penser au mobilier de la salle de classe ou de service de garde, que des fois, les chaises sont trop petites, les pupitres aussi également, les tables, donc ils sont pas nécessairement adaptés. Des fois, on a des appuis-coudes, donc pas tout le monde peut rentrer dans ces chaises-là. Donc, c'est des exemples de grossophobie institutionnelle. Donc, juste pour résumer, on a intrapersonnel qui vient de l'individu lui-même, interpersonnel dans nos relations et institutionnel vraiment au niveau sociétal. Puis ici, en fait, je voulais vous montrer un peu la situation chez les jeunes. J'ai mis des données des jeunes du primaire, mais également du secondaire, puis vous allez voir dans la prochaine diapo chez les adultes aussi, juste pour vous montrer comment
Ça commence très, très jeune, mais ça poursuit aussi tout au long de la vie d'un individu. Donc, on voit ici que dès l'âge de 3 ans, ben, l'enfant a déjà conscience de son corps et même celui des autres. Puis, euh, la croyance populaire voulant qu'une personne mince soit plus belle qu'une personne grosse, ben, est déjà présente à cet âge-là. Et les enfants préfèrent souvent aussi tout ce qui est un peu plus mince en termes, par exemple, les jouets, que plutôt les jouets un peu plus ronds. Et même, on voit qu'à l'âge de 4 ans, ben, ce désir-là d'être mince, surtout chez les filles, est beaucoup plus présent. C'est peut-être un phénomène un peu plus aussi du côté des femmes qu'on voit tout ce qui est de la minceur, comparativement peut-être aux garçons qui ont peut-être plus le phénomène d'être un peu plus costaud, d'être un peu plus musclé. Donc, on voit que c'est déjà à l'âge de 4 ans un désir d'être plus mince chez les filles. Et on voit également que au Québec, 45 des enfants de 9 ans sont insatisfaits de leur silhouette et le tiers des filles de 9 ans ont déjà tenté de perdre du poids. Donc, on voit vraiment que dès un jeune âge, ben, c'est des préoccupations qui sont déjà présentes chez les enfants. Et si on va plus du côté des adolescents, ben, on voit qu'un jeune sur trois, en fait, croit que le poids est la raison principale pour laquelle les jeunes se font intimider à l'école. Et 90 de ces jeunes Québécois âgés de 14 à 18 ans ben, rapportent déjà avoir témoin d'actes d'intimidation liés au poids. C'est un très, très gros chiffre. Et on voit que près de la moitié des élèves intimidés rapportent être devenus obsédés par le poids. Donc, on voit que toute cette stigmatisation, cette intimidation qui peut être faite par rapport au poids, ben, apporte beaucoup de préoccupations chez ceux qui en sont victimes. Puis on est un peu dans cette grossophobie intrapersonnelle au final qui vient que la personne victime de cette stigmatisation ben, est constamment préoccupée par son poids, puis on voit que ça peut se poursuivre à l'adolescence. Et si on va plus sur la situation des adultes, je vous montre aussi la situation des adultes parce que vous intervenez auprès d'enfants, mais après ça, ben, la grossophobie est partout. Puis même entre collègues, ça peut être un phénomène que vous allez pouvoir observer. Donc, la situation chez les adultes, on voit que 59 des femmes et 45 des hommes rapportaient une insatisfaction par rapport à leur poids. Et 6 adultes sur 10 rapportent avoir fait des efforts pour perdre ou maintenir leur poids dans la dernière année, selon un sondage léger qui a été réalisé en 2021. Et on voit également qu'environ un adulte québécois sur trois rapporte déjà avoir été personnellement victime de remarques ou de commentaires déplacés à l'égard de leur poids. Donc, on voit que c'est un phénomène qui se poursuit encore même à l'âge adulte et que tous ces préjugés ou toute la stigmatisation qu'il y a autour du poids ben, est encore très présente. Et comme vous voyez aussi dans la bulle bleue, ben, une personne sur quatre a déjà été victime de discrimination à l'égard de son poids, que ce soit dans les relations personnelles, dans les magasins, au travail, même lorsqu'ils sont à la recherche de logement, puis même dans le système de santé où on est plus dans la grossophobie médicale. Donc, comme vous voyez, c'est plus un... Je voulais vous montrer vraiment le portrait général, même si vous intervenez beaucoup plus avec les enfants et les élèves. Mais c'est important de voir que même chez l'adulte, il y a beaucoup de grossophobie. Puis, comme je vous dis, vous travaillez dans une équipe, ben, ce phénomène peut être également présent entre collègues. Et si on s'intéresse un peu plus spécifiquement sur les conséquences de la grossophobie et de l'intimidation liée au poids et de ses impacts majeurs sur le bien-être et la santé, en fait, de tous. Donc, on voit que se faire stigmatiser ou intimider par rapport à son poids ben, amène inévitablement une dégradation de la santé mentale des personnes. Et dans notre cas ici, ben, les enfants qui en sont victimes peuvent aussi peuvent aller jusqu'à avoir l'apparition de pensées suicidaires. Si on va au niveau physique, ben, cette grossophobie peut pousser certaines personnes à mettre en danger leur santé en peut-être utilisant des techniques de perte de poids ou de gestion de poids. Même ça peut être un frein à l'activité physique chez certains jeunes ou enfants qui ont peur de se faire juger et donc qui décident
tout simplement d'éviter la pratique d'activité physique. Du point de vue social, en fait, on sait que l'intimidation en général débouche sur l'isolement et l'exclusion sociale. On note également que cela peut mener les enfants aussi intimidés à adopter des comportements à risque, juste pour pouvoir plaire à certaines personnes. Et ils ont de la difficulté aussi à mettre un peu leurs limites ou à dire non parce qu'ils veulent vraiment rentrer dans le groupe, puis pas être exclus aussi des autres personnes. Puis en fait aussi, finalement, la grossophobie et l'intimidation, ben, va clairement aussi affecter la performance scolaire des élèves avec notamment des situations d'absentéisme ou même de décrochage scolaire lorsqu'ils sont rendus peut-être un peu plus vieux au secondaire. Donc, cette insécurité aussi qu'ils ont par rapport à leur milieu ou le danger que ça peut représenter dû au fait qu'ils sont intimidés, ça peut vraiment affecter toute leur période qui sont en scolarité. Donc, comme vous le voyez, la stigmatisation à l'égard du poids peut causer beaucoup de souffrance pour ceux qui le vivent. Puis en fait, pris seul, le poids n'est pas nécessairement un indicateur de santé. Puis au-delà du poids, il est nécessaire de considérer d'autres variables pour juger l'état de santé d'une personne, parce que les personnes minces développent aussi des maladies chroniques, puis pas nécessairement juste les personnes grosses. Donc, ces gens-là aussi peuvent être inactifs, que tu sois mince ou gros. Donc, tu vas être en moins bonne santé. Puis si on va un peu plus, en fait, comme on voit, le poids amène plusieurs croyances et l'une qui est beaucoup plus présente dans notre société est cette liaison qu'on fait souvent entre le fait de bien s'alimenter et de l'activité physique, qui sont un peu, entre guillemets, les seuls facteurs qui vont vraiment influencer le poids. Mais en fait, selon un sondage léger, plus de la moitié des adultes pensent que les personnes grosses ne sont pas en bonne forme physique, sont inactives ou mangent trop et mal. Donc, c'est des préjugés, c'est des croyances qu'on a souvent envers ces personnes-là. Mais cependant, depuis quelques années aussi, le lien entre le poids et la santé est remis beaucoup en question et les avancées montrent comme quoi il existe tellement une panoplie de facteurs qui influencent le poids qu'on ne peut pas seulement s'attarder sur ces deux seuls facteurs, qui est l'activité physique et l'alimentation. Et souvent, les autres facteurs ben, sont souvent hors de notre contrôle. Donc, je vais vous montrer un des outils qu'on a dans notre boîte à outils de grossophobie et image corporelle positive qui montre un peu vraiment la panoplie de facteurs qui peuvent influencer le poids. Donc, comme vous voyez, plusieurs de ces facteurs-là sont hors de notre contrôle et malgré toute la volonté du monde, ben, même avec des saines habitudes de vie euh, comme l'alimentation ou adopter un mode de vie actif, ben, il se peut que ça se traduise par aucun changement au niveau de la balance. Donc, c'est important de prendre conscience de tous ces facteurs-là. Puis au final, l'important aussi, c'est que les habitudes de vie, on ne les prend pas nécessairement pour perdre ou pour gérer notre poids. Ben, au contraire, c'est pour vraiment aller chercher les bénéfices qui en résultent. Et comme vous l'avez vu, en fait, la grossophobie engendre plusieurs conséquences négatives. Puis parmi les éléments qui peuvent alimenter cette grossophobie, on a le culte de la minceur qui en fait partie, qui alimente les préjugés et augmente aussi ce désir de perdre du poids. Comme je l'avais mentionné tout à l'heure dans les données que je vous avais montrées par rapport à la situation des jeunes, ben, le fait que les enfants veuillent jouer aussi avec des jouets minces, ben, tu sais, le culte de la minceur alimente cette industrie-là, alimente un peu ce désir-là d'avoir ce corps idéal. Donc, concrètement, le culte de la minceur consiste d'associer à tort la minceur avec la santé, la réussite, la beauté. Puis c'est ça, l'industrie de la minceur, en fait, ben, véhicule ce message-là à travers, par exemple, les publicités. On voit même juste les acteurs au cinéma,
l'industrie aussi de la mode qui favorise beaucoup cette minceur-là. Et dans les médias, ben, ça se reflète aussi par une représentation d'un modèle unique de beauté, la faible aussi souvent présence de diversité corporelle, qui est quelque chose qu'on remet beaucoup plus en question, puis on voit beaucoup plus de diversité, mais malgré tout, il y a quand même un certain manque qui vient au final alimenter cette stigmatisation qu'il y a autour des personnes grosses. Et donc, comme on voit, en fait, l'exposition du modèle unique de beauté dans notre environnement ben, entraîne aussi de la préoccupation à l'égard du poids. Et comme on l'avait vu dès la petite enfance, il se poursuit tout au long de la vie. Donc, ça touche vraiment toutes les tranches d'âge. Et ce qui fait aussi que les préjugés à l'égard du poids s'installent tôt et sont bien ancrés dans la société. C'est dû au fait aussi peut-être que en fait, nos enfants sont exposés rapidement aussi à la technologie, à toutes ces plateformes photos qui montrent un modèle de beauté idéal et incitent souvent aussi à la comparaison sociale des apparences corporelles. Puis en fait, le but aussi dans tout ça, c'est d'obtenir une approbation des autres et de s'identifier aussi par rapport à celle-ci. Donc, tout ça crée un peu une préoccupation, une culpabilité aussi de ne pas nécessairement avoir ce corps-là, mais au final, toutes ces applications-là, ben, la plupart des photos sont modifiées et ne montrent pas nécessairement la réalité du corps humain. Donc, c'est important de prendre conscience de ces éléments-là et, comme je vous dis, le culte de la minceur vient alimenter ces préoccupations-là. Donc, en fait, comme je vous le disais, la grossophobie est vraiment un peu partout. Puis c'est important un peu de reconnaître les signes de la grossophobie dans notre environnement. Puis comme dans votre contexte, ben, la grossophobie peut être entre les enfants, peut se faire aussi entre les collègues envers les enfants, des enfants envers les intervenants, éducateurs, éducatrices, entre vous, juste les collègues. Aussi, il y a la préoccupation des enfants ou des collègues envers leur propre poids. Donc, comme je vous disais, vous intervenez auprès de vos enfants, mais vous avez également une équipe autour de vous. Il y a tout aussi, comme on disait, l'institutionnel, ben, les appareils, les installations sportives qui manquent d'adaptation à tout type de corpulence. Puis on parle aussi également de la salle de classe ou des services de garde. Donc, je ne sais pas si vous voulez écrire un peu dans le chat, si vous avez déjà été témoin de grossophobie dans votre pratique, n'hésitez pas à l'écrire, des signes que vous avez vus, que ce soit des commentaires entre les enfants ou même entre vous, les collègues. N'hésitez pas à nous les partager. Puis, je vais les lire par la suite à la toute fin. Ici, c'est juste à titre informatif, il y a une fiche que le collectif Vital, qui est un projet chapeauté par la SPQ, a réalisé il y a quelques années, qui vient vraiment, en fait, donner davantage d'informations sur ce qu'est la grossophobie, ses manifestations et ses conséquences. Donc, je vous invite à aller la visiter si vous voulez en apprendre davantage sur ce phénomène-là, qui est sur le site du collectif vital.ca. Donc, je viens de vous faire un portrait de ce qui est la grossophobie, un peu quelques données. Là, on va rentrer un peu plus sur ce que c'est l'image corporelle positive et les bénéfices que ça peut apporter dans la vie d'un individu ou même, comme on est dans ce contexte-ci, d'un enfant, d'un élève. Donc, en tant qu'éducateur et éducatrice, vous pouvez avoir vraiment un impact sur l'image corporelle des élèves. Et souvent, ce qui les préoccupe, c'est en fait euh, cette comparaison qui peut se faire entre les élèves et ce jugement-là qu'ils peuvent porter. Donc, l'important au final, c'est de donner confiance, non pas en leur apparence nécessairement, mais en leur accomplissement. Donc, de perdre du poids n'est pas un accomplissement en soi. Et même si une perte de poids est rapide,
ben, éviter de commenter cette perte de poids parce qu'on ne sait pas nécessairement les raisons pour lesquelles quelqu'un a perdu du poids. Par exemple, on peut dire à quelqu'un qui a perdu du poids, mais on ne sait pas si nécessairement dû parce qu'il y a eu une maladie, parce que, par exemple, il est en train de prendre un médicament. Donc, l'important, c'est pas d'éviter ces commentaires-là lorsqu'on voit une chute rapide, mettons une perte de poids très rapide. Et avoir une image corporelle positive va permettre d'apprécier son corps, ce qui permet de moins mettre l'accent en fait sur l'apparence. Et le fait de voir le corps comme un aspect fonctionnel peut aussi nous aider à accepter et à l'aimer. Donc, ça va aussi, comme je vous disais, nous aider à avoir une confiance en nous, avoir tendance à porter des vêtements dans lesquels on est bien, ou même s'asseoir pour être, ou même juste s'asseoir pour être confortable. On va aussi avoir un rapport bien différent avec notre corps si on le respecte, si on l'apprécie, parce qu'on voudra bien se nourrir, on voudra connaître plus de saveurs. On va vouloir aussi être moins dans ce contrôle-là de la nourriture. On va plus écouter nos besoins, nos limites, puis en fait, juste en général, être bien dans notre peau. Et aussi, finalement, avoir une image corporelle positive peut permettre d'être moins critique envers nous-mêmes, puis être aussi moins influencé par toutes les publicités qu'il y a sur les régimes, sur les modèles irréalistes de beauté qu'on retrouve, que ce soit dans les films, dans les émissions, dans les magazines. Donc, d'avoir cette réflexion critique-là par rapport à ce qu'on est exposé. Puis, donc, c'est vraiment de cette façon-là cette façon, en fait, de percevoir et de traiter son corps est aussi associée à plusieurs bénéfices sur le plan de la santé. Mais en fait, la santé a plusieurs définitions. Puis la définition de l'Organisation mondiale de la santé, en fait, euh, dit que la vision globale de la santé n'est pas nécessairement juste associée à l'absence de maladie ou d'infirmité, mais au final, c'est un état de bien-être, que ce soit sur le plan physique, mental et social. Donc, être en santé, c'est pas ne pas avoir de maladie, mais c'est vraiment juste avoir une hygiène de vie et une qualité de vie adéquate. Et une image corporelle positive favorise le développement de relations harmonieuses, que ce soit avec les autres, parce qu'on est plus à l'aise de s'exprimer, puis aussi de vulgariser nos besoins. Ça influence aussi positivement notre relation, que ce soit avec la nourriture, que ce soit dans l'activité physique. Donc, ça vient vraiment favoriser le bien-être. Et chez nos jeunes, ben, au final, tout ceci aussi fait en sorte que la réussite éducative ben, est beaucoup plus favorisée aussi dans ce contexte-là. Puis si vous voyez ici à la droite de la diapo, en fait, on voit un des outils qui se retrouve dans la boîte à outils grossophobie et image corporelle, où on voit vraiment le parcours de Alex. Ici, on voit juste à partir de ses 14 ans, mais en fait, ça débute de ses 3 ans. Puis on voit un peu comment son image corporelle positive évolue à travers le temps, à travers toutes ces expériences-là. C'est un bel outil que vous pouvez présenter à vos élèves pour voir comment son image corporelle est importante, puis comment elle évolue, comment ça l'aide aussi dans son parcours de vie. Donc, c'est un bel outil que vous pouvez présenter à vos élèves pour les sensibiliser à avoir et à avoir une image corporelle positive. Donc, si on continue un peu plus sur les conséquences que l'insatisfaction corporelle peut amener. Donc, on voit ici que ça peut apporter en fait des comportements nuisibles. Par exemple, sauter des repas. On a aussi se faire vomir, prendre des laxatifs, des produits aussi amaigrissants,
Ça peut être aussi de fumer, dépendant de l'âge, mais des fois, ça commence très tôt, ou même de s'entraîner de façon excessive pour réduire de façon importante aussi, ça peut réduire aussi de façon importante le niveau d'activité physique, comme je l'avais mentionné, dû au fait que par peur d'être jugé par les autres. Puis en fait, tout ça aussi peut amener des troubles alimentaires, des symptômes dépressifs et une faible estime de soi. Donc, c'est très important de promouvoir cette image corporelle positive pour tous les bienfaits que je vous ai mentionnés, puis pour éviter que les personnes, au final, soient freinées dans leur vie due à cette insatisfaction corporelle. Donc, si on poursuit ici, je vais vous montrer une bande dessinée qui se retrouve dans la boîte à outils. Je vais tout d'abord débuter. Donc, on voit ici une dame qui dit à une autre, j'adore ta robe. Puis là, la dame lui répond, ah, merci, j'ai perdu 10 livres, encore juste un mois d'effort pour atteindre mon objectif. Puis là, elle lui dit, en fait, elle lui avait dit, t'es belle dedans, as-tu perdu du poids? Puis on voit ici les réflexions ou les pensées que ces personnes-là, que les personnes ont eues, puis comme on peut voir même les personnes qui sont à côté. Donc on a la dame qui se dit, ah, on me complimente juste depuis que j'ai perdu du poids, il faudrait vraiment pas que je le reprenne. Puis d'un autre côté, on voit que le monsieur se dit, elles doivent se dire que je devrais perdre du poids moi aussi. Puis même la dame qui est assise avec l'homme, je devrais m'y mettre aussi. Donc, on voit comment un commentaire qui ne se veut pas nécessairement mal intentionné au début peut avoir un impact sur les personnes. Donc, en tant qu'éducateur, éducatrice, vous pouvez poser des petits et grands gestes dans votre quotidien pour promouvoir cette image corporelle positive, mais également prévenir la grossophobie. Donc, tout d'abord, les gestes à éviter. Donc, comme je vous le disais, commenter l'apparence et le poids n'est pas nécessairement la bonne chose à faire parce que ça peut créer des préoccupations à l'égard des autres personnes auxquelles, mettons, eux, ils reçoivent. On ne sait jamais comment les personnes peuvent recevoir les commentaires. Il y a de tolérer ou de banaliser les moqueries à l'égard du poids et de l'apparence. Donc, lorsque vous voyez, par exemple, des élèves avoir des commentaires ou des moqueries à l'égard du poids d'une autre personne, ben, il ne faut pas nécessairement les tolérer, mais il faut intervenir de façon pédagogique et leur expliquer pourquoi aussi c'est mauvais de commenter l'apparence, d'associer l'alimentation et l'activité physique avec le contrôle du poids, comme on a vu tout à l'heure, une panoplie de facteurs qui influencent le poids, et aussi cette liaison systématique qu'on fait entre le poids et la santé. Et des gestes que vous pouvez faire envers vous-même, donc envers soi-même, ben, de un, c'est de se questionner par rapport à notre relation qu'on a avec notre propre corps, avec notre alimentation et l'activité physique. Prendre conscience aussi de ses propres pensées, un peu l'activité qu'on a faite au tout début et des commentaires en lien avec le poids et l'apparence. De remettre en question les préjugés qu'on entretient ou que la société entretient aussi par rapport aux personnes grosses et d'approfondir nos connaissances concernant l'image corporelle ou même la stigmatisation à l'égard du poids, ce que vous faites aujourd'hui. Donc, c'est vraiment de prendre conscience, d'avoir des réflexions sur nos propres préjugés. Donc, c'est des gestes vraiment qu'on peut faire envers soi-même. Des gestes qu'on peut faire auprès de nos élèves. Donc, de valoriser, inclure, respecter toutes les personnes, peu importe leur poids, de parler des aliments et de l'activité physique, mais vraiment de façon positive, en misant sur le plaisir, par exemple, de bien manger, de découvrir des saveurs, ou juste le bien-être que, par exemple, l'activité physique peut procurer également. Valoriser ce que le corps permet d'accomplir et d'exprimer. Donc, comme on parlait d'accomplissement, ben, c'est pas nécessairement par rapport, par exemple, à une perte de poids, mais c'est, par exemple, si un enfant ben, réussit à passer un parcours, ben, c'est de le féliciter ou c'est de plus valoriser leur force aussi.
insister sur les qualités et les forces, comme je viens de le mentionner, de chaque personne, chaque élève, qui ne sont pas en lien avec leur apparence, et aussi encourager l'écoute des besoins du corps. Donc, c'est important que déjà dès un jeune âge, que les enfants écoutent leurs besoins, qu'ils apprennent à écouter leurs besoins. Donc, ils vont être capables aussi ils vont être en mesure, en fait, de aussi eux-mêmes établir leurs limites au fur et à mesure de leur vie. Donc, c'est des trucs, c'est des gestes à encourager auprès de vos élèves. Si je peux me permettre, Hendrik, juste un petit détail, d'encourager les besoins du corps. L'écoute des signaux de faim et de satiété en fait partie. C'est un point majeur à encourager chez les enfants pour qu'ils développent une estime, une image corporelle positive à long terme. Égal. Exactement, oui, oui. Fait que ça, c'est déjà surtout ça, le niveau de satiété, ben c'est souvent on veut que les enfants mangent, 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 mais faut vraiment pas nécessairement opter pour cette option-là, puis vraiment que écouter aussi, même que l'enfant en fait écoute ses propres besoins, mais que nous aussi on écoute les besoins de l'enfant. Mais comme tu as dit, Lucie, c'est exactement ça. Et aussi des gestes qu'on peut faire auprès de nos collègues. Donc, de demander parfois l'aide de nos collègues pour qu'on m'indique, par exemple, lorsque je complimente trop souvent l'apparence des autres. Comme je dis, des fois, ça se veut pas nécessairement euh, mal intentionné, mais parfois, vu que c'est ancré dans notre société, ben, on a souvent tendance à encore le faire. Puis, faut vraiment pas culpabiliser par rapport à ça. C'est un changement qu'on fait progressivement aussi. Sensibiliser mes collègues aux conséquences négatives des commentaires et des compliments sur le poids lorsque je suis témoin d'une telle situation. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Comme je disais, il ne faut pas tolérer ou banaliser des commentaires ou des situations qui viennent stigmatiser quelqu'un. C'est de le faire de manière pédagogique, pas nécessairement de faire culpabiliser ou pointer du doigt quelqu'un, mais de lui faire prendre aussi conscience à cette personne-là que parfois des commentaires qui se veulent, mettons, pas nécessairement directs, mais peuvent avoir un impact sur l'autre personne. Recadrer certaines idées préconçues en lien avec le poids lorsque l'occasion se présente. Donc, c'est un peu euh, avec ce que je disais. Et on a la boîte à outils, fait que faire découvrir aussi des ressources comme la boîte à outils, la grossophobie, image corporelle soutien pour mieux intervenir. Donc, n'hésitez pas aussi à référer des personnes par rapport à ces outils. On a aussi des outils que Lucie va nous présenter tout à l'heure. Donc, n'hésitez vraiment pas lorsque vous trouvez des trucs, ben, à les partager auprès de vos collègues pour vraiment qu'ils aient plus de connaissances sur certains sujets. Et on revient à notre bande dessinée. Donc, le même, la première dame répète, j'adore ta robe. Et on voit qu'elle dit, au lieu de faire un commentaire sur le poids de l'autre dame, ben, elle lui dit, elle est colorée comme toi. Donc, on voit comment l'autre dame le reçoit. Ben, merci, c'est vrai qu'elle me représente bien. Je l'ai acheté dans une nouvelle boutique et je viens de découvrir. Puis par la suite, on voit la réflexion qu'elle s'est faite. Elle s'est dit, mes collègues de travail pensent que j'ai une personnalité colorée, c'est tellement valorisant. Donc, on voit comment ce commentaire-là, qui n'est pas sur l'apparence, ben, a eu un impact au final bénéfique sur l'autre individu, sur son estime. Et on voit aussi du côté de les deux individus assis sur la table à manger, que là, une des personnes lui dit, ça a l'air bon de ce que tu manges, tu cuisines toujours des choses originales. Puis là, elle répond, oui, c'est un succès à tous les coups. Je t'envoie la recette si tu veux. Donc, on voit aussi un échange convivial. On n'est pas dans le jugement. On n'est pas sur le fait que quelqu'un mange de quoi. Ben, on est plus dans le partage par exemple, ici, les habiletés culinaires. Donc, les bandes dessinées, ça, c'en est une. Donc, on voit en fait dans les bandes dessinées, dans l'outil, les deux chemins, donc un qui vient commenter le poids et un autre qui vient commenter plus, par exemple, les capacités d'une personne. Puis, on en a quatre dans la boîte à outils. Donc, c'est des outils aussi qui sont faciles, aussi pour des jeunes enfants.
à leur présenter, voir comment un commentaire qui se veut souvent pas mal intentionné ou qu'on se dit, ah, c'est anodin, ben, peut avoir un impact sur un individu. Et aussi, par rapport aux gestes que je vous ai montrés, ben aussi, on a un outil qui vient euh, qui présente en fait d'autres gestes. Je vous en ai présenté quelques-uns que vous pouvez appliquer aussi afin d'être ce modèle positif auprès de vos élèves par rapport à tout ce qui est le poids. Vous pouvez le consulter également si vous voulez en apprendre davantage sur les petits gestes que vous pouvez poser dans votre quotidien. Il y a également un autre bel outil que je vous présente ici qui est plus destiné à promouvoir les saines habitudes de vie comme l'alimentation et l'activité physique et c'est bien fait sans miser sur le poids ou comme moyen de gérer son poids. Donc, on a ici se nourrir, ben, on a plusieurs éléments donc, comme cuisiner, découvrir des nouvelles saveurs, partager sa culture, se laisser inspirer par les autres, être actif, ou active, ben, c'est de découvrir de nouvelles habiletés, profiter de la nature, relâcher le stress, se détendre. Donc, c'est des, c'est les bienfaits que ça peut apporter indépendamment de parler de poids. Donc, tous ces outils que je vous ai présentés, puis il y en a d'autres, mais c'est des outils qui sont un peu plus, qui vont vous être un peu plus utiles. Mais après ça, comme je vous dis, dans cette boîte à outils, on retrouve d'autres outils qui peuvent être à plus type informatif. Puis si vous voulez en apprendre davantage sur le sujet, donc c'est une boîte à outils gratuite qui se retrouve sur le site de la TQSA. Donc, la boîte à outils s'appelle Grossophobie et images corporelles, s'outiller pour mieux intervenir. Donc, n'hésitez pas à aller la consulter, à la partager auprès de vos collègues, auprès de vos établissements. C'est une boîte à outils qui peut vous aider, qui est clé en main. Euh, et, euh, et voilà. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi la TQSA, je vais quand même préciser, là, c'est Ouais. la table québécoise saine alimentation. Et c'est un regroupement là, d'organismes, d'organisations qui veulent mobiliser, déployer différentes actions au niveau de la population et des intervenants, là, que ce soit scolaire, mais il y a d'autres milieux également qui sont touchés. Et donc, c'est pour ça que les outils sont déposés sur cette page web-là. Exactement, ouais. Puis ici, je voulais vous présenter une trousse que le collectif Vital en fait a lancée en juin dernier, qui est communiquée sainement à l'égard du poids. Elle est plus destinée à des acteurs ou des acteurs, des actrices, mettons, qui ont tendance à parler au niveau populationnel. Mais je voulais vous le présenter, puis vous pouvez aller la consulter sur le collectif vital.ce, juste pour avoir une idée un peu de qu'est-ce que c'est, mais puis à titre aussi pour aller se sensibiliser plus ou en apprendre davantage sur le sujet. Donc, en fait, on a établi un guide de langage, en fait, inclusif et non stigmatisant à propos du poids. Euh, donc, juste vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc, en fait, on a le thème de la grossophobie, de l'obésité, la préoccupation à l'égard du poids, des saines habitudes de vie. Donc, ça vient un peu montrer euh, les mots à éviter ou les mots en fait, à prendre davantage lorsqu'on communique sur le poids. Donc, c'est un bel outil pour voir un peu ce qui peut stigmatiser les personnes grosses et au final, le lexique à, à apprendre à utiliser. Donc, ça, c'est un outil parmi les quatre. Puis aussi, un guide pour un visuel inclusif et non stigmatisant à propos du poids. Donc, ici, c'est un peu la même chose. On a un peu les mêmes sujets, mais ça vient montrer un peu les images à prioriser et ceux à ne pas nécessairement prendre en compte. Donc, comme on voit, les images à éviter, ben, tout ce qui est question de couper, par exemple, la tête, qui vient déshumaniser une personne, mais au contraire de favoriser, par exemple, les photos ici, une diversité de personnes. Ici, on voit comme des personnes qui cuisinent, qui sont dans un moment convivial et de plaisir, ou même quelqu'un qui fait de l'activité physique. Donc, ici, c'est plus un guide qui montre un peu les images à éviter et les images à prioriser.
Donc, tout cet outil se retrouve en fait sur le collectifvital.ca. Et les deux autres outils, on a un outil qui est sur des messages populationnels et qui, comme je vous disais, c'est plus destiné aux acteurs qui ont à communiquer sur le poids au grand public, mais ça peut être tout de même un bel outil que vous pouvez aller consulter, qui sert au final à tout le monde et qui vient aussi nous apprendre davantage sur le sujet. Et on a un autre outil qui est des personas, c'est en fait des profils de personnes qui reçoivent ces messages-là. Donc, c'est des profils de personnes vulnérables. Puis, on en a quatre profils qui vient aussi décortiquer un peu comment ces personnes-là peuvent se sentir lorsqu'ils reçoivent des messages ou des commentaires stigmatisants. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation à moi. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Puis, on va passer, en fait, si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Je ne sais pas s'il y en avait, Lucie. Sinon, on Non, passerait à ton... Non? non, non, non. Les questions, ben, il y en a une qui voulait avoir le PowerPoint de la présentation, donc je ne sais pas, je sais que c'est enregistré, là. Ouais. Bon, c'est à toi de répondre à cette question-là. Ben, ouais, oui, je peux te le fournir, le PowerPoint, ouais. Ou je Donc, la peux... ouais, ouais. personne pourra t'écrire pour avoir le Oui, PowerPoint. ouais. Parfait. Fait qu'il y a mon adresse courriel ici. N'hésitez pas à m'écrire pour quelconque question qui vous vient après la présentation. Donc, on a aussi ici, je vous ai mis les deux, la boîte à outils grossophobie, image corporelle qui se retrouve sur la table québécoise Saine Alimentation, puis également la trousse de communication que je viens de vous présenter. Donc, si tu veux, je te laisse la parole, Lucie. Oui, Tu prends le parfait. lead. Et donc, je vais vous montrer le visuel tout à l'heure d'outils. Il y a une trousse d'ateliers de mise en situation qui a été, que j'ai développée l'année dernière en collaboration avec de nombreux partenaires. Euh, il y en a 11 de disponibles. Euh, il y en a deux qui abordent les questions du poids. Une à propos de l'intimidation et des moqueries sur le poids et l'apparence, et une autre qui est à propos de l'insatisfaction à l'égard de son image corporelle. Et ce sont vraiment des ateliers de mise en situation qui ont été conçus à faire avec une équipe de, de services de garde, ou même ça peut être au niveau du centre de service scolaire, les porteurs de dossiers, les porteurs de dossiers des services de garde peuvent faire ça avec les techniciennes entre elles quand elles se réunissent là, au centre de service scolaire. Donc, voici, ce sont des outils gratuits et disponibles à tous, là, même si vous n'êtes pas membre de la QGS. Donc, euh, voici la mise en situation. Joël est un élève de cinquième année du primaire. Joël est nettement plus grand et costaud que ses camarades. À quelques reprises au courant de la semaine, vous avez été témoin que quelques élèves passaient des remarques désobligeantes et se moquaient de Joël concernant son poids et son apparence physique. Vous constatez que Joël semble triste et possiblement affecté par ces commentaires-là. La question est, quelle bonne pratique favorisez-vous pour intervenir? Donc, c'est sûr que là, on n'a pas le temps là, de faire une grande animation. Normalement, ces fiches-là, là, vous avez un guide d'animation qui vient puis qui vous aide à animer ça avec votre équipe. Mais là, on va quand même, on vous a fait un petit sondage écrit que vous allez retrouver dans la section discuter que vous a partagé Hendrik. Alors, je Ouais. vous invite à Je vais, ouvrir le je vais petit arrêter. Je vais questionnaire, c'est ça? attends, je vais partager mon écran comme ça. Est-ce que je partage encore mon écran? Oui. Oui. OK, parfait. Ah oui, parce que normalement, ça devrait apparaître à l'écran. Donc, vous allez cliquer sur l'hyperlien. C'est un wooclap.com qui vous a été Ouais. envoyé. Voilà, donc vous l'avez devant vous. Donc, quelle bonne pratique. Ah oui, super.
Donc, vous pouvez scanner le QR code. J'ai envoyé aussi le lien. Je ne sais pas si ça fonctionne pour tout le monde. Ben, moi, je le vois. Ouais, J'espère que les gens l'ont vu. On le voit en message direct. Ah, attendez, il y a des gens qui l'ont écrit. parce qu'il y en a qui l'ont. Il y a des gens qui doivent quitter, donc on vous invite quand même à Fait qu'on participer va, si c'est possible. Est-ce qu'on a des réponses? je vais aller. Oh, ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Oui, oui, là, je viens de Ah, lancer la. J'attendais juste qu'au moins ah, le monde y prenne, mais supposément, ça devrait fonctionner. bon. Est-ce qu'on est. Bon, Il faudrait remettre l'étape avant. ouais. Je l'ai Ben, ici. il ne reste plus tellement de temps, fait que j'aime Ouais. autant. Bon, ben, tant pis. En fait, je vais partager mon Ah, écran pour vous on a montrer, une là. réponse ici. Mais si Ah tu oui, allez veux, voir le jeune et valider notre perception. Bon, on a une réponse. Déjà, oui, effectivement. On a déjà une réponse. OK. Bon, voilà. voulais-tu partager ton écran? Ouais, je vais partager mon OK. écran là, rapidement pour vous montrer Euh, des je sais idées là, pas. de réponses. Là. Donc, est-ce que... Vas-y. Attends. Ouais, vas-y. OK, donc, partager. Si je vais voir si j'ai des réponses. Eh, boy. Donc, on a invité l'enfant à verbaliser son malaise. Il y a une autre réponse qui est rentrée. Lui expliquer qu'il est important d'écouter sa faim. Intervenir plus sérieusement avec les élèves qui ont le plus de paroles. Donc, c'est des réponses qui rentrent. Parfait. Je suis pas capable de partager mon écran. Ils disent que tu Considérée peux comme une pas. participante. Ah, pour de vrai? Attends. Ouais. Ah, Es-tu capable d'aller sur le site Internet de l'AQGS pour montrer la... Fait que je vais t'inviter, toi, à partager ton écran. attends. Je peux, justement, je peux t'autoriser. Ça me dit que le partage d'écran est Pour de désactivé vrai? pour les participants. Ah, Ouais. Bon, ok. malheureusement. Ben, tu veux-tu mettre le lien? Mais moi, le lien, je l'ai pas. Ouais, je vais. Ah, ben oui, bonne idée. Là, dans le chat. Ça. Dans les discussions, discuter. Ah, attends. Vas-y. Tu peux-tu partager maintenant? Ah oui, Ok, vas-y. d'accord. J'ai Merci réussi. beaucoup. On l'a Désolé. partagé. On va y arriver. OK. Good. Ça va? On voit Ouais, bien mon on voit. écran? Ouais. Parfait. Donc, on est sur la page web, la boîte à outils de l'Association québécoise gardescolaires.org. Il y a une trousse d'ateliers de mise en situation que vous avez, là, ateliers dans la section ateliers et formation. Donc, vous avez une fiche d'introduction à propos des ateliers, un guide pour vous aider à l'animer avec votre équipe, les 11 ateliers de mise en situation qui sont ici. Et donc, on va cliquer sur Intimidation et moquerie à l'égard du poids. Je trouve important quand même de vous montrer où vous pouvez la retrouver facilement. Et donc, cet atelier de mise en situation-là, vous avez une première fiche d'animation que vous pouvez utiliser là, où on lit la mise en situation que je viens de vous montrer, où on a les bonnes pratiques, un échange à avoir sur les bonnes pratiques et sur les stratégies d'intervention éducative à avoir, autant avec l'élève, avec le groupe, avec le parent et avec l'ensemble des parents également. Donc, donc ça, c'est la fiche d'animation.
où là, vous pouvez par la suite là, échanger sur les bonnes pratiques et les stratégies à privilégier que vous avez en vert, là, la fiche technique des bonnes pratiques. Donc là, on vous indique sur cette fiche-là les bonnes pratiques. Donc, de façon générale, évidemment, hein, c'est en lien avec la formation qu'on a eue aujourd'hui, le webinaire, favoriser la création d'un environnement sécuritaire, positif et bienveillant et inclusif. Là, j'aurais dû l'écrire dans le fond aussi. Partager une vision positive de l'alimentation et de la diversité corporelle. Puis collaborer avec les parents, mais ça, c'est le rôle général du service de garde d'y aller comme ça. Et de façon spécifique, ben là, vous avez différentes stratégies. On en a parlé là, à travers la boîte à outils, là, des choses qui peuvent être faites. Entre autres, le point en lien avec l'intimidation qui est nourrie et maintenue par des préjugés à l'égard du poids. Donc, évidemment, plus vous allez dire des commentaires par rapport au poids entre vous, ben, ou même auprès d'élèves, ben, ça entretient ces préjugés-là, comme on l'a vu aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous a encore plus éveillé à l'importance d'éviter là, ce genre de commentaires-là et également de faire des liens entre les saines habitudes de vie et le contrôle de poids. Hein? C'est la même chose qu'on vient de dire, valoriser le plaisir de manger, de bouger pour avoir de l'énergie et être attentif à l'école et donc développer le plaisir, le bien-être dans tout ça. Également, un des points à retenir également, donc vous les avez toutes, là, les stratégies d'intervention qui sont privilégiées, à privilégier là, sur la fiche réponse. Mais une qui est importante, c'est si jamais l'élève vous mentionne oh, je ne suis pas bien, je voudrais modifier mon poids pour ne pas être intimidé, ben c'est vraiment important de résister à l'envie de le conseiller sur son alimentation, puis sur des façons de lui dire de perdre du poids. Là. Ça serait de donner raison à l'intimidateur, puis en plus nourrir l'insatisfaction corporelle et possiblement le début d'une grande préoccupation à l'égard du poids. Donc, c'est vraiment important de s'éloigner de ça, mais de plutôt saisir les occasions de valoriser cet élève-là sur ses forces. Et surtout pas ce qui est associé à son poids et à son apparence. Puis évidemment, ben, on intervient avec le groupe, là, quand il y a, je suis sûre que vous êtes au courant de tout ça, là, quand il y a des problèmes d'intimidation, on intervient auprès de l'élève qui intimide, là, en lui laissant savoir, bien sûr, que ce n'est pas acceptable. Alors voici, ça, c'est l'ensemble des fiches, là, avec une petite fiche en fait, d'informations complémentaires en lien avec l'insatisfaction et l'intimidation. Donc, je trouvais important de vous montrer cet outil-là et également un dernier outil de l'Association québécoise de la garde scolaire, mais qui est financé également là, par la Table québécoise saine alimentation. C'est le nouveau référent Éducamiam, cultivant une alimentation positive, où on met de l'avant 15 bonnes pratiques pour développer, excusez, une relation saine avec les aliments. Et ben, toute la question d'écouter ses limites, de favoriser finalement l'autonomie de l'enfant à l'égard de son alimentation, fait partie des compétences qu'il doit développer pour éviter, au bout du compte, une préoccupation excessive à l'égard du poids, une relation positive avec les aliments, diminuer la culpabilité quand ils mangent, augmenter leur confiance en eux-mêmes. Et donc, ça aussi, c'est autant important que ce qu'on vient de voir. Ça fonctionne, les deux sont vraiment transversales et communiquent entre eux pour, au bout du compte, éviter les préoccupations excessives à l'égard du poids et développer une estime de soi et une image corporelle positive. Donc, je tenais à vous le mentionner. C'est un nouvel outil qui résume 15 bonnes pratiques à mettre de l'avant. Et donc, ce que vous avez ici, là, vous les avez, les 15 bonnes pratiques. Et admettons que vous cliquez, bon, le premier, là, justement, laisser l'enfant décider de la quantité d'aliments qu'il mange en l'aidant à identifier sa faim. Vous tombez, en cliquant dessus, sur la description de la bonne pratique avec des exemples de choses de gestes et de phrases que vous pouvez poser et également des pratiques contre-productives, des exemples
à éviter le plus possible, mais qui malheureusement sont des fois un réflexe dans notre façon d'agir et sans vouloir culpabiliser au même titre que les outils sur la grossophobie, c'est plus d'en prendre conscience et éventuellement d'essayer de les éviter le plus possible. Donc, voici un outil supplémentaire que vous retrouverez Éducamiam, cultivons une alimentation positive, là aussi dans la boîte à outils de l'Association québécoise de la garde scolaire.org. Gratuit à tous, bien sûr. Donc, voilà, je vais arrêter le partage. C'est rapidement ce que je voulais vous mentionner. Et Oui. ben, je vous remercie de votre attention. Je ne sais Oui. pas, Rick, si tu voulais ajouter. Oui, en fait, je viens de mettre dans la discussion, est-ce que c'est juste, je pense que c'est juste nous deux. Ben, je vais le mettre dans la question-réponse. Je peux dessus? OK. Mais en fait, je vais vous envoyer par courriel un questionnaire d'évaluation pour la présentation. Donc, ça, c'est entre 5 et 7 minutes, mettons la durée. Puis, c'est vraiment pour évaluer le webinaire, s'il y a eu des manques, s'il y a certains trucs que vous trouviez peut-être pertinents d'aborder. Donc, c'est vraiment un questionnaire d'évaluation que je vais vous envoyer par courriel. Puis, s'il vous plaît, si vous pouvez le remplir, ça va beaucoup nous aider pour nos prochains webinaires ou juste pour évaluer un peu le contenu qu'on présente. Puis sinon, moi, pour ma part, c'est pas mal tout. Merci de m'avoir écouté. Puis j'espère vraiment que vous avez apprécié. Puis les outils à Lucie, comme elle disait, c'est des compléments à tous ces enjeux liés au poids. Puis c'est des beaux outils que vous avez produits également. Donc, merci beaucoup à tous. Oui, merci. Et l'enregistrement de la présentation sera OK, ouais. disponible également sur la page web là, de l'Association québécoise de la garde scolaire. Vous pourrez le partager dans votre réseau, dans votre milieu. Merci beaucoup. Merci à tous. Bye bye.